Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, après quasiment un mois et demi sans vidéo, on se retrouve enfin pour une vidéo, et c'est une vidéo que j'attendais depuis longtemps, et j'ai enfin réussi à recevoir un serveur, et du coup on va l'unboxing maintenant, et on va regarder un peu ce qu'il a dans le ventre. Donc j'enlève ce gros carton, et on commence direct. Donc là, le colis étant ouvert, hop. Je vais vous raconter tout au long de cette vidéo, en même temps que l'unboxing, comment j'ai réussi à avoir ça. Et donc, ok, déjà, c'est plutôt stylé. On a donc un petit nuage, un open, et donc là, on va le tirer. Alors, c'est très lourd. Ça pèse 9 kg. Et donc, c'est bien sûr le fameux serveur Ugreen qui était disponible sur Kickstarter. Donc je l'ai enfin reçu. Ça a été un peu compliqué pour l'avoir. J'ai dû l'obtenir sur Kickstarter. J'ai dû le faire venir. Alors il est parti de Chine pour aller en Allemagne. Et ensuite d'Allemagne, je l'ai fait exporter en France. Et j'ai enfin pu le recevoir. J'ai cru que j'allais jamais le recevoir. Du coup, j'ai pris le DXP 6800 Pro. Donc un 6B. Je vous expliquerai tout au long de la vidéo pourquoi j'ai pris celui-là. Et donc, on a toutes les spécifications ici. Et donc, on va l'ouvrir. Hop, je vous dirai aussi le prix que je l'ai eu, auquel je l'ai eu. Hop. Donc, il est vraiment tout neuf. Je viens de le recevoir. J'attendais que ça pour faire les prochaines vidéos. Donc là, alors, petit problème, hop, c'est vraiment ultra quali. On a une première petite boîte ici, hop, on a les accessoires, on va regarder ça, mais on va retirer cette mousse très solide. Ok, franchement, c'est clean, la protection a l'air top. Et donc là on a le serveur. Donc, alors je vais décaler un peu le carton pour pouvoir le retirer. Et on a enfin le serveur juste ici. Donc l'emballage est plutôt très quali. Il n'y a pas l'air d'avoir eu de soucis. Hop. On va descendre un petit peu pour se cadrer. Tac. Donc là on va l'ouvrir. Donc un plastique classique. Alors il fait son petit point. C'est normal, vous allez voir pourquoi. Alors, hop. Bon, je pense qu'on va couper directement au lieu de tirer comme un bourrin. Hop. On a réussi à l'ouvrir. Ah oui, j'avais dit qu'on devait faire la boîte d'accessoires avant, du coup. Est-ce qu'on l'a fait avant ou après? Elle est un peu lourde. On va faire juste après. On enlève ça avant. Hop. Donc là. Il est excessivement lourd. Ouh. Il est très très lourd, mais il est en full aluminium. Hop. On va le mettre au fond pour l'instant et on va ouvrir la boîte d'accessoires qui est juste ici. Alors, hop, très quali. Alors, hop. Donc pour la boîte d'accessoires, juste ici, on va avoir le manuel et les cartes de garantie. Donc c'est très très soigné, c'est franchement pour les premiers serveurs de chez Ugreen. On a 3 ans de garantie. Donc voilà, on voit US pour l'Allemagne et on a EU aussi pour l'Europe. Donc je pense que ça doit arriver en Europe, mais un petit peu plus tard. Donc voilà, donc là on a le manuel. Bon, je vais pas tout faire, on va découvrir
ça ensemble. Alors apparemment, ils ont l'air de montrer qu'on peut l'ouvrir. C'était où? Voilà, qu'on peut l'ouvrir. Bon, et ben est-ce que il va y avoir l'étiquette de garantie qui se déchire quand on l'ouvre? Alors, parce qu'il y a eu des unboxings de personnes qui ont ouvert la machine et du coup qui ont découvert que il fallait retirer une étiquette de garantie. Alors en Europe, c'est obligatoire, je crois, mais aux États-Unis, ils n'ont pas le droit de faire ça. Du coup, ils n'étaient pas très contents. Donc là, on va avoir un power cable, donc le câble d'alimentation. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça, c'est rien. Donc là, c'est un câble traditionnel. Je ne vais pas l'ouvrir. On a un petit guide d'instruction. On va avoir juste ici la petite clé pour ouvrir les trappes devant. On va avoir un deuxième jeu de clés en fait. En dessous, on va avoir... Alors, on va avoir juste ici... Bon. Je vais pas les ouvrir, je vais essayer de les garder quand même bien scellés. Là-dedans, on a l'air d'avoir un câble RJ45 et HDMI. Et là-dedans, on a autre chose encore. Ah oui, c'est les fameux... C'est les fameux patins, enfin les fameux dissipateurs thermiques qui sont énormes. J'ouvre rien pour l'instant, je vais essayer de tout remettre comme c'était. Et si vraiment on a besoin, on va tout ouvrir. Alors on va bien sûr garder un jeu de clés. On va garder, bon, le tournevis, on peut le remettre dedans. Et du coup, on va tout replacer comme c'était. Ça rentre très bien. On remet le manuel dedans. Et on va pouvoir passer au serveur. Donc le serveur qui est donc juste ici, le fameux DXP 6800 Pro. Donc c'est à peu près le milieu de gamme qu'il y a là-bas, même si ça coûte quand même relativement cher. Mais on a un très beau boîtier. Donc là, on va hop, le poser comme ça pour qu'on puisse regarder ensemble. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'abord les 6B pour les disques durs. Bon, elles sont déjà ouvrables. Hop, donc là, on appuie là et on peut les tirer. Donc c'est une imitation aluminium. Ici, c'est du plastique. Hein. On a donc le fameux système de charnière automatique qui s'ouvre et qui se clipse. Comme ça, il n'y a pas de vis. C'est vraiment très rapide. On peut les changer facilement. Alors, on n'a pas les trous pour au cas où mettre des vis. Donc ça, à voir dans le temps. Mais du coup, ça a l'air de plutôt bien marcher. Et du coup, on en a 6. Donc là, tout le cadre est en aluminium. Par contre, tout le reste est en aluminium. On va avoir un bouton power ici. On va avoir le LAN, les activités des disques, un port pour carte SD, 2 ports, c'est les Thunderbolt 4, et un port USB 3.2. Donc plutôt pas mal. Sur la tranche, on va juste avoir un Ugreen. Hop, juste derrière, on va avoir hop, donc un magnétique Dust Mesh Filter. Oh, il est plutôt bien aimanté. Une plaque de très bonne qualité. Elle a l'air vraiment... Elle est vraiment très rigide. Elle se plie pas. Alors, on peut un petit peu l'appuyer, mais c'est très rigide, hein, franchement. On a 2 ventilateurs juste ici. Hop, on va replacer la petite plaque. Donc, très bien. C'est très bien d'avoir pensé à ça. On a donc un port PCI, donc c'est du 4x4 si je me rappelle. On a un HDMI. On a un USB 3.2, 2 USB 2.0, 2 ports Ethernet qui normalement vont être du port 10 gigabits les deux. On va avoir une alimentation avec une petite alimentation avec petit ventilateur. Et on a juste ici le locker pour éventuellement éviter de se le faire voler. On va regarder juste en dessous. On va avoir une petite plate. J'ai récupéré
mon petit tournevis, on va l'ouvrir. Tac. Tac. Juste ici, on a un petit bitonnier avec un ressort. Ok. On va donc avoir dedans de disponibles 2 ports NVMe pour pouvoir y mettre des disques durs en cache. On va avoir juste ici une barrette de RAM Samsung, donc on va pouvoir étendre la mémoire du serveur. Donc là, hop, je vais essayer de la récupérer. Hop. Et donc là, on a une barrette en DDR5, donc 8 Go en 4800. Donc très bien pour un serveur. Donc pour ceux que ça intéresse, donc dedans il y a un processeur Intel. On va le voir un peu plus tard dans le logiciel, mais du coup c'est un processeur Intel qui est à l'intérieur. Donc c'est un 12e génération. On verra ça juste après. Là, ce que je vais faire, je vais m'occuper de mettre des disques durs dedans. Donc j'ai 3 disques durs de 4 Tera, des NVMe, et on va voir comment ça se passe avec le logiciel. Donc je fais ça et je reviens juste après. Donc j'ai récupéré 2 NVMe, j'ai récupéré un MP510 de chez Corsair. Il fait, je crois, c'est 500 Go. On va tester avec celui-là. Et j'ai voulu tester donc avec un autre, un Crucial, un P2. Et lui avec un dissipateur pour voir si il y a assez de place pour faire rentrer avec le dissipateur. Bon, vu la taille, je pense que oui. Donc c'est parti. Alors je pense que juste en dessous, on a le processeur. Vu les 4 vis. Donc là, on met le NVMe. Ça a l'air plutôt pas mal, ça a l'air de carrément passer. Donc j'ai l'impression que si on a ses propres dissipateurs, ça peut carrément passer. Donc il faut que je fasse très attention parce que ce serveur n'est disponible que en Allemagne et aux États-Unis. Pour l'instant, il n'est pas achetable à part en Kickstarter. Donc peut-être ils vont lancer vraiment leur gamme, peut-être qu'ils vont jamais lancer. Mais en tout cas, moi j'ai réussi à l'avoir. Donc j'essaye vraiment d'en prendre le plus son possible. Hop. Ah oui, j'étais en train de me dire pourquoi ça veut pas, mais c'est parce qu'il y a le petit bitonio là qui repousse la plaque pour pouvoir l'attraper plus facilement. Voilà. Donc là, on va remettre les 2 petites vis. Donc très quali, hein. Pour l'instant, au niveau des finitions, il est très très beau, full aluminium. Ça donne vraiment un côté prestigieux. Hop, on le retourne. Alors je pense que ce qui donne son poids, c'est surtout l'aluminium qu'il y a partout. Donc là on va sortir 3 disques. Donc disque 1, disque 2 et disque 3. Donc le système, là il y a un petit clip derrière. On met son doigt, on appuie, on tire. On prend le disque. Alors, j'espère que c'est dans ce sens-là. Hop, on le cale au fond. Alors je pense qu'il faut l'aligner, voilà, avec ici les petites accroches. Et là, on referme. Et c'est tenu. Bah franchement, ouais, on voit bien. Alors là, vous n'allez pas très bien voir, mais on voit bien que c'est tenu. Et du coup, normalement, si je check à l'intérieur, ouais, ça a l'air d'être good. Hop, et donc là, on glisse le premier disque dur. Donc là, hop, je le glisse bien à l'intérieur et locké. Du coup, je prends le deuxième disque. Alors ça, par contre, pour le changement de disque, alors à voir si les pièces tiennent bien. Mais c'est
ultra rapide. C'est super, je pense que ça va être adopté sur les nouvelles générations de serveurs, mais c'est ultra rapide. Voilà, vous avez vu, là en quelques secondes, j'ai pu équiper le serveur de tous ces disques. Et voilà, et là il est déjà installé. Ça fait un peu peur, mais pour du plug and play, c'est super. Du coup, on va utiliser la petite clé. Alors bon, un tournevis, je pense, ferait très bien l'affaire pour pouvoir ouvrir et fermer le serveur, mais on a une petite clé Ugreen. Hop, hop, et hop. Et là, donc, tout est fermé. Donc là, si j'appuie, on ne peut pas l'ouvrir. Très bien. Eh bien, maintenant, on va passer au test. Je vais tout brancher. Bon, il n'y aura pas de 10 gigabits pour l'instant parce que le 10 gigabits se trouve dans mon salon et on veut quand même voir le BIOS. Donc, on va commencer d'abord par une installation classique et ensuite on fera une plus grosse installation. Je vous reprends dès que j'ai tout installé. Donc là, on se retrouve sur mon PC. J'ai trouvé l'adresse du serveur. On va tenter d'y aller. Très bien. Donc, il a découvert direct notre serveur. Donc là, il va nous demander l'admin account. Donc là, on va mettre admin. Et bien, on va mettre super admin. Je pense qu'on pourra le modifier plus tard. Et on va mettre le password. On a reconfirmé le password. Hop. Et donc là, c'est parti. On va voir ce qui se passe. Pour l'instant, il vibre un petit peu. Il fait pas trop de bruit. Normalement, il est juste à côté de moi. Donc le micro qui est très sensible devrait l'entendre. Donc là, il me demande si on veut s'enregistrer sur le Ugreen Cloud. Moi, je vais pas le faire, donc je skip. Donc là, il nous demande OK pour les mises à jour. Si on fait les mises à jour et les apps, enfin, si on fait les mises à jour de UJOS OS et les applis, ou me dire quand il y a des updates et on les fera nous-mêmes. Du coup, nous, on va faire les updates importantes. Ah, et automatique. Bon, ok, on va laisser ça, même si c'est pas du tout le meilleur pour la prod. Ok, de toute façon, on est obligé. Ok, donc là, on arrive directement sur le serveur. Ok, très bien. Bon, on est arrivé. On va découvrir ensemble. Donc là, la première chose que je vais faire, moi, c'est dans Control Panel. Je vais essayer de chercher les mises à jour. Voilà, Update. On va faire les updates. C'est le plus important à faire dès le début. On a reçu un message de Ugreen qui disait que les updates, il fallait les faire le plus rapidement possible, parce qu'il y avait des problèmes de cache avec les NVMe. Donc, on l'a fait. Ensuite, on verra ce que ça donne. Donc, en attendant, on peut essayer de regarder un petit peu ce qu'il y a dans le serveur. Voilà, donc, on va être... Ah, bon, bah, il faut restart le serveur. On regardera ça juste après. Tac. Tac. Restart now. Oui. Donc, il redémarre. J'espère qu'il aura la même adresse IP pour éviter de devoir rechercher son adresse. On a entendu un petit bip. Donc, il a des signaux sonores. On sent un petit peu l'air qu'il y a à l'arrière du serveur. Donc en attendant qu'il redémarre, je vais vous donner un petit peu les spécifications donc, du DXP 6800 Pro. Donc ça va être un 6B en SATA 3,5 pouces, 2B NVMe, donc M2. On a un Intel i5 12035U, donc c'est un 10 cœurs 12 threads avec un turbo à 4,40 GHz en turbo. On a de base 8 Go de RAM en DDR5. On peut étendre jusqu'à 64 Go de RAM. Donc j'ai une barrette de 32, je pourrais l'essayer dans le serveur. Ça peut se faire. On a un SSD de 128 Go pour le système d'exploitation. Donc je trouve un petit peu overkill. Et en fait sur tous les autres serveurs un peu plus bas, même sur les versions plus, on avait... alors non, il y a le DXP 4800 plus où il y a aussi un NVMe installé dedans. Sinon sur les petites versions, on n'a que de l'EMC avec 32 Go avec de préinstaller le logiciel. Moi, je partais du principe qu'éventuellement, je pourrais mettre un autre système d'exploitation dedans. Donc, par exemple, TrueNAS. Parce que je me suis vraiment familiarisé avec TrueNAS. Et ça, c'est plutôt pas mal.
Ensuite, sur mon serveur, on a 2 ports 10 gigabits en RJ45. Plutôt pas mal. On a 2 ports Thunderbolt 4, donc qui peut aller jusqu'à 40 gigabits seconde. On a 2 ports USB 3.2 Gen 2 et 2 ports USB 2.0. On a aussi un lecteur de carte SD en 4.0 et un HDMI out 4K 60 fps, 60 Hz. Ensuite, on a tout le reste en termes de caractéristiques. Hop, voilà. Donc là, on est bien connecté. Enfin, on est bien retourné sur le serveur. On va mettre super admin et le mot de passe. Ok. On va recheck s'il n'y a pas une autre mise à jour. Non, apparemment pas d'autre mise à jour. Ok, là c'est là qu'on peut changer. Donc, comme je vous disais, donc juste ici, on a le processeur, on a la RAM, on a le stockage. Bon, bah pour l'instant il n'y a rien de démarrer. Donc, tous les services. Ok. Ok. Ok, bon ça je vais désactiver ça, ça m'intéresse pas. Alors ce que je vais chercher éventuellement, c'est de pouvoir mettre le système en français. Est-ce que c'est possible? Un service, il n'y avait pas. Alors peut-être qu'on peut pas mettre en français pour l'instant, c'est pas très grave. Mais je voulais voir si c'était possible. Donc on a vraiment plein de choses à explorer. La vidéo va être peut-être un peu longue, mais on va tout faire de fond au comble. Donc là je vois qu'il y a plein de messages pour les guides. On va déjà regarder. Donc là, on peut mettre des users. On peut faire des groupes. Donc est-ce que c'est simple? Donc là, on peut faire test, password, test. Ok, bon, on va faire un mot de passe un peu plus long. Il veut toujours pas. Alors, on va faire ça. Ok. Tac. Et il faudrait une adresse mail. Alors, pour moi, je veux pas mettre d'adresse mail. La description, bah, j'ai pas envie d'en mettre. Un utilisateur normal ou un administrateur, ok. Et si on veut lui mettre des groupes, ok. Là, ça va être pour lui donner, je pense, des privilèges selon les applications. Non, share folder, donc les groupes de partage. Ok. Ok. Statut normal, ok. Et bah, très bien. On va voir les services de fichiers. Donc, le SMB, le FTP, le NFS, tout ce qui s'ensuit. Ok. Donc le device connection, le nom du serveur, le remote access, ok, via uGreenLink ou le DDNS, ok. Le portail settings, ok, pour changer le background, pour changer le port connexion. On est sur le port connexion qui est non sécurisé. Ok, si on veut être auto-redirigé, l'HTTP2. Ok. Ici, bah, pour rejoindre un domaine, d'accord. On a le terminal en SSH, ok, on peut activer le SSH directement ici ou le telnet. Hardware power, ok. Donc, memory et compression. Ok, on a le buzzer. On peut l'activer pour tout ça, ok. Le fan ménage, ok, anormal, power on, power off. Ok, ça peut être pas mal. Alors voilà, je pense que si votre serveur chauffe un peu trop, on peut retirer ce genre d'option. Le ventilateur. On va faire en full speed. Pardon. Ok, en full speed, il s'entend quand même pas mal. On va mettre en default. C'est plutôt pas mal. On a les LED. Ah, les LED qu'on peut désactiver. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment bien pensé. On a le power.
Donc on a le Wake on LAN. Ok, ah bah ça on peut l'activer. Dès qu'on perd... dès qu'on perd l'électricité, dès qu'elle revient, ça nous redonne... ça redémarre en fait le serveur. Là on peut programmer pour qu'il s'éteigne et qu'il se rallume. On peut mettre une alimentation donc en USB. Bon, alors moi j'en ai pas actuellement sous la main, mais on peut le faire. Et ok, donc combien de temps il s'éteint le serveur? Ah bah, en fait je sais juste pas lire. Qu'il y a time elongate ici, donc là on va pouvoir mettre le fuseau horaire. Donc je crois que Paris est en +1 est automatiquement synchronisé. Voilà. Et voilà. Bon, de toute façon, on n'a que anglais, allemand et je dirais chinois. Donc on va rester comme ça. Network. La plateforme par défaut. C'est ça pour la Freebox. On peut mettre des DNS. Ok. On a la Network Connection. Donc le 1 en DHCP en 1 gigabit. Très bien. Data Control. D'accord, on peut limiter la bande passante. Ok. Dans sécurité, qu'est-ce qu'on a? Ok, qui permet de se déconnecter automatiquement. Petite option sympa. On a le firewall et les certificats. On peut avoir des certificats Ugreen apparemment. On peut mettre les nôtres aussi. Hop. L'index des databases. Ok. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce menu-là. Donc maintenant, on va surtout aller créer un volume. Juste ici. Hop. Donc là, please. Ok. Create. Ok. Donc là, il nous recommande un RAID 5. Ok. Là, on va mettre tous mes disques durs, ces trois-là. Hard disk test. Performing hard testing. Hein. Ah oui. Ok. Bah, je vais pas le faire parce que la tâche peut prendre de 3 à 5 jours. D'accord, bon bah on va pas le faire. Hein. Ou to select the RAID. Ok, il y a donc une notice. Bon, je vais pas la lire. Mais du coup, il nous recommande le RAID 5. Moi, j'aurais peut-être dit plutôt le RAID 1. Ça nous fait 3,6. Et en RAID 5, ça nous fait 7,2. Ok. Ok. Hop. Donc là, en full, il nous recommande le BTRFS ou le X4. Bah, on va faire ce qu'il recommande, même si bah, on va faire ça. On a l'allocation maximum. Ok. All data. Bah oui, ok. Il faut mettre le password. Il faut remettre le password une deuxième fois. Ok. Alors il est déjà créé. Oh, il est en train de se créer. Alors pour l'instant les disques durs NVMe ne sont pas utilisés. Je pensais qu'on allait pouvoir mettre directement les NVMe en pratique. Alors, stockage pool expansion, add disk ou remplacer les disques. D'accord. Ok. Ok. Ok, on peut prioriser soit les performances pour l'écriture ou la lecture des données ou la synchronisation du RAID. Ok. Ok, on peut ajouter des disques durs en USB. Bon.
Pour les NVMe, je ne sais pas pour l'instant comment les utiliser. Peut-être en créant un autre volume de pool. Non. Hop. Voilà. SSD cache management. Donc SSD cache. Alors, par contre, c'est vrai que du gris sur du blanc, c'est pas très lisible. On veut sur ce volume 1 et on veut du cache en... Ok, donc ils disent que 2 SSD sont requis pour ça et là un seul, donc là on va faire les deux. If you select the data cache removing the SSD, ok. Du coup on est obligé de mettre les deux, c'est ça? Ouais. En RAID 1, hop. Et bah de toute façon la capacité, alors si je mets rien, donc bah là 217.6. Ah. En plus faut que je fasse moi-même les calculs. 217 moins 20%, ça nous fait 173. 173. Ok. Ok, donc là on va avoir un pool. Un pool de cache. Ah, fail to create. Ah, je sais pas si ça a fonctionné. Ok, apparemment oui, on a bien le volume NVMe. Ok. Ok, bon, ça a l'air d'être fini pour ça. Là, on est tout bon. On a bien les disques durs qui sont branchés. Ah, ça, c'est bien qu'il nous montre précisément sur quel disque on a appuyé. Ouais, ça, c'est très bien. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Ok. On a bien le numéro. Ok, le modèle. On a le nombre d'heures. Très, très bien. On peut faire un smart benchmark. 31 degrés. Il y a toutes les températures directement ici. C'est très très bien. Donc ça, ça j'en ai plus besoin. Je peux créer un nouveau fichier, un nouveau dossier de partage. Ok, donc là, je veux créer un dossier que pour le super admin ou inversement, que pour cet user là. Donc on va mettre que pour le super admin en full control. Personal folders. Ah, c'est peut-être pour... ok. Faut pas que tout le monde y ait accès. Donc sur le volume 1, j'ai Unlimited. Save. Ok. Tac. Donc là, on va tenter de se connecter. Donc, je le trouve déjà. Alors, je le trouve. Alors, il dit que je peux pas y accéder. Ok. Ah, peut-être qu'il faut que je rajoute un volume, tout simplement. On va écrire speed test sur le volume 1. On n'a pas de limite. On a accès à la corbeille que pour les admins. Ok. Ok, accès bloqué. Ça, je peux pas le cocher. Ah, d'accord. Et bah, il a le droit à tout. Ok, bon, ça, je vais pas le cocher. Tac.
Donc le dossier speed est bien créé. On va essayer de se reconnecter au serveur. Alors là, sur ma Freebox ou sur mon serveur perso, ça fonctionne. Ok, alors on va tenter de se connecter nous-mêmes, donc en faisant 192.68.1.331. Est-ce que ça va vouloir se connecter? Alors, je vais vérifier un truc. Est-ce que le SMB était activé? Le SMB n'était pas activé, du coup c'est peut-être normal qu'on ne puisse pas y accéder. Du coup là je l'ai démarré. Et du coup là si je réessaye de retourner sur réseau et d'y aller dessus, là il me demande donc les logins, super, admin. Et on tape le mot de passe. Et du coup là j'ai bien accès. Donc, je vais aller chercher des dossiers à moi. Est-ce que j'ai des trucs un peu lourds sur le serveur? Là, j'ai une vidéo de 14 Go. Hop, je vais l'envoyer. Donc, j'ai une vidéo de 14 Go. Eh bien, alors, c'est de mon ordinateur directement. Depuis le bureau, donc depuis mon disque C. Qu'est-ce qu'on peut voir ce qui se passe? Tac. Alors, pourquoi ça fait le yo-yo? Alors, est-ce que c'est parce qu'il est en train de créer la grappe? Pas de créer la grappe, mais de, on va dire, reconstituer le disque de parité? Peut-être. Mais c'est vrai que là, c'est en train de faire le yo-yo. Alors, mon installation est très stable hein, sur une autre machine. Avec TrueNAS, ça marche très bien. J'arrive à garder du 1 gigabit stable tout le temps. Mais là, c'est vrai que ça fait le yo-yo. Et là aussi, sur les courbes, on voit que ça fait le yo-yo. Tac. Ok. Bon, en attendant que ça transfère, on va aller voir donc le storage manager, on connaît. Là, ça va être en train de synchroniser. C'est vrai qu'on n'a pas de... On n'a pas de statut. Ok, bon, c'est en train de se faire. Le transfert est toujours en cours. On va aller dans l'App Center. On est obligé d'accepter si on veut. Ok, et donc on a tout ça disponible. On a le Virtual Machine, on va l'installer sur le volume 1. Oui, je vais toujours l'installer ici. Tac. Donc est-ce qu'il est multitâche? Est-ce qu'on peut faire plusieurs choses en même temps? Bon, ça se transfère, mais c'est vraiment du yo-yo. Du yo-yo, on laissera un petit peu se reposer pour voir si c'est éventuellement la création du disque de parité qui fait un peu tout ralentir. Pourtant, c'est pas censé avoir de problème vu qu'on a quand même des disques de cache qui sont censés prendre le relais. On voit bien la façade qui clignote. Qui clignote beaucoup pour montrer qu'il y a de l'activité. Donc la vidéo s'est transférée. Donc si on va dedans, ouais, on a bien la vidéo qui a été transférée, qui fait 14 Go. Tac. Voilà, donc ça c'est installé. On va installer Docker aussi.
On va voir ce que ça vaut tout ça. On a ok, Task Manager. Ok. On va continuer à explorer tout ça. Hein. Hop, bon, on a installé ça pour l'instant. On va juste tester ça. On va pas tester toutes les applications. On peut voir ce qui est installé. Bon, ça ressemble beaucoup à Synology. Alors, apparemment, on aurait une installation manuelle. Ok, local. You Green NAS. Ok. Ok, d'accord. Depuis directement le NAS ou depuis directement mon PC. Ok. Ok, ça peut être pas mal ça. Ah, depuis directement mon PC. D'accord. Donc là, on va démarrer Virtual Machine en premier. Hop. Bon, là, on utilise ce stockage-là. On peut lancer une nouvelle VM. On peut la créer manuellement. Faut envoyer une image. Je dois avoir 2-3 images qui traînent. On va tester ça. Tac, je crée la VM. Donc là, j'ai envoyé donc un ISO Ubuntu 22. On l'envoie. Alors là, c'est directement de mon PC depuis le serveur. Alors mon PC est en 2,5 gigabits, mais pas le serveur. Il faudrait vraiment que je teste la connexion 10 gigas. Je vais voir. Peut-être que je peux le connecter en 10 gigas. Je vais voir ça. Bon, et bien, depuis directement mon bureau, je peux pas le brancher en 10. Depuis directement mon bureau, je peux pas le brancher en 10 gigabits. Du coup, on va devoir faire avec simplement 1 gigabit. Donc là, j'ai bien upload l'image. Du coup, on peut prendre la Ubuntu. Next. Et bien sûr, on va utiliser celui-là pour stocker. Donc là, il a peut-être détecté que c'était une distribution Linux. Donc on peut lui accorder un certain nombre de cœurs. Nous, on va accorder 6 cœurs, histoire de voir ce que ça donne. Et on va lui donner 4 Go de RAM. On peut aller dans Advanced, USB Controller. Ah, si on veut brancher des clés USB, on peut avoir donc Vertaio aussi pour les cartes graphiques. Ok. Bootstrap. Ok. Auto Start. Et le clavier, on va essayer de le mettre en français tout de même. Down. On a notre VM qui est en train de se créer. Hop. On clique, on se connecte. Ok. Try Ubuntu. On va voir si ça fonctionne. Je vais aller regarder un petit peu si ça travaille du côté du serveur. Bon. Ah, la mémoire qui est un petit peu chargée, mais ça va. Là, ici, c'est respectable. Bon, ça charge tranquillement. En attendant, on va ouvrir Docker. Bon, bah après, hein, c'est un Docker. On peut mettre des nouveaux containers. On peut avoir directement des images sur... je sais pas, je pense sur une base de Docker. Ok, et bah on va essayer d'installer QBTorrent. Et bah je vais laisser là par défaut. On va aller voir juste ici. Ok, on va mettre français install Ubuntu. En français. Installation normale, télécharger mise à jour, ok, très bien. Hop, on va même cocher cette case, tac. C'est parti, c'est en train de se faire. Là, on veut effacer le disque et installer Ubuntu. On continue. Paris. Hop, donc on va mettre VM Linux. Mot de passe. On va mettre le traditionnel.
On va demander d'ouvrir automatiquement la session. Voilà, c'est en train de se faire tranquillement. Ici, bon, c'est la RAM vraiment qui demande. Là, on n'avait pas fait un nouveau container. Ah non, on avait juste téléchargé, je crois, l'image. Non, il n'y a pas d'image dedans. Ok. Alors, manuel création. Voilà, c'est ça. Oui. Ok. Ok. Dans config. Ok. Un read and write. Ok. Tout est bon. Ça travaille, ça travaille. Pour l'instant, le serveur a l'air normal. Il est pas lent, mais il est normal. Alors, je pense que c'est peut-être toujours la grappe qui est en train de se préparer. Peut-être j'ai pas d'avancée de savoir InSync. C'est tout ce que je peux avoir. Et il n'y a rien d'autre. Donc Linux est en train de s'installer. On a notre container qui est juste ici ouvert. Donc on va se connecter dessus. C'est pas celui-là. Du coup, est-ce que ce serait celui-là? Unauthorized. Ok. Alors, est-ce que on peut avoir les settings? Ok, en network. On est en bridge, adresse IP. Paraît bizarre comme adresse IP. Ok. On a les logs. Donc on a le mot de passe ici. Et alors, normalement, on est censé pouvoir se connecter avec cette adresse-là. 2 points. Et c'était 35... 35 combien déjà? Tac. Settings... Port mapping... Non, c'était... Voilà, j'ai enfin réussi à me mettre sur QBTorrent. Ah, j'ai enfin réussi à me mettre sur QBTorrent. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je me suis passé en host d'être en bridge. Et du coup là ça fonctionne avec l'adresse IP fournie, enfin avec le port fourni et l'adresse IP du serveur. Et donc là on peut se connecter et donc télécharger ces torrents. Donc ça au niveau du Docker ça fonctionne. Hop, on va couper ce Docker. Au niveau de la VM, bon, c'est en train de se faire tranquillement, hein, vraiment tranquillement. On va regarder donc le log center. Bon bah pareil que c'est simplement les logs de ce qui se passe sur le serveur. Ok. On a le support qui permet de trouver, je pense, un guide d'utilisation. Voilà, très simple, hein, il n'y a pas plus à se dire. Une recherche universelle. Donc, je sais pas, par exemple, j'ai écrit vide. C'est la vidéo que j'avais mis tout à l'heure sur le serveur. Vide. Est-ce qu'il va le trouver? Vidéo center. Alors, si on va dans Fields. Si on met donc la date qui est indiquée sur le fichier, bon, il me trouve rien. Je sais pas trop ce que ça va donner. Et juste après ce petit test, je pense que je ferai peut-être un extrait où j'essaye d'ouvrir le serveur pour voir ce qu'il y a dedans. Et après on s'arrêtera là pour ce serveur.
Donc je vous reprends dès que Ubuntu a terminé de s'installer. On se reprend après. Bon, eh bien je vous reprends. Enfin, Ubuntu a terminé de s'installer. Ça a été très long. Je pense que ça vient de juste ici. Quand on va ici, là, le RAID est toujours en train de se synchroniser. Donc je pense que c'est à cause de ça que ça ralentit énormément la machine. Donc ici, on voit qu'il y a 70% de la mémoire qui est utilisée, mais le processeur ne tourne pas à fond du tout. Donc moi, je pense que c'est à cause de ça que ça ralentit énormément. Mais sinon, c'est fini. On va voir si ça boot bien. Et ensuite, on va pouvoir donc éventuellement passer au démontage du serveur, voir si on peut le démonter facilement, ce qu'il y a à l'intérieur tout simplement. Est-ce qu'on peut peut-être mettre un autre système d'exploitation? On va voir ça. Hop. Donc la VM est enfin démarrée. Alors ça a été très très long, mais du coup on va aller dans les paramètres. On va voir. Hop. Est-ce qu'on a bien les 4 Go et les 6 cœurs de données? Donc on a bien 6 cœurs, 4 Go. Donc c'est exactement ça. Alors capacité de disque, on est à 21 Go. Voilà. Donc tout fonctionne. Hop, on va même arrêter la VM. C'était pas ça. C'était tac, shutdown. Il attend les uns de la VM. Voilà, très bien. Hop, la VM est éteinte. Et du coup, on va couper tout ça. Tac, shutdown. Shutdown. Et là, on va essayer de démonter le serveur, voir s'il n'y a pas d'étiquette de garantie comme disaient certains vidéastes américains. Donc on se retrouve tout de suite à la caméra. Donc pour le démontage de la machine, je me souviens aussi pourquoi j'avais pris ce modèle-là précisément plus qu'un autre. C'est parce qu'on peut installer donc une carte PCI à l'intérieur et donc forcément qu'on est obligé de pouvoir le démonter. Donc là, on va déverrouiller les disques durs. On va tous les retirer. Donc ils sont un peu chauds. C'est normal, hein. Ils ont beaucoup travaillé. Donc on peut les retirer très facilement par rapport au N3 que j'ai comme boîtier. Ça se retire très très simplement. Hop. Donc dans le manuel, hein, c'est écrit comment faire pour mettre la carte PCI. Donc il faut retirer tous les disques, retirer les patins, retirer la cage en dessous, dévisser, et puis normalement on est censé être bon. Donc on va retourner le serveur. On peut voir un petit peu à l'intérieur. Donc là, il faut démonter cette petite plaque là. On pourra éventuellement essayer de lui mettre une barrette de RAM un petit peu plus puissante pour voir s'il tourne un peu mieux et éventuellement essayer de mettre un autre système d'exploitation. Alors on va essayer de ne pas foirer les vis. Je pense qu'on n'en aura pas, on n'en a pas de rechange. Voilà. Donc là on dévisse tranquillement. On ne perd pas les vis. Ouais, il a vachement été serré quand même celui-là. On voit qu'il a pas apprécié. Donc des pieds en métal. Hein. Donc là on va hop. On va dévisser en croix.
tac. Ensuite, tac. Excusez-moi. Alors, les NVMe sont pas très chauds. Celui-là n'est pas très chaud. Par contre, on sent une petite chaleur quand même ici. La barre de RAM un petit peu chaud. En fait, l'ensemble est un peu chaud. Ensuite, on va donc basculer la machine comme ceci. Donc là, on a des petits bouts de plastique à retirer. Alors, je ne veux pas les abîmer. On va essayer de le faire avec la pince en plastique. Alors, ouais, la pince est trop recourbée vers l'intérieur, du coup je pourrais pas. On va le faire à la pince. Le seul problème, c'est que en fait, on est obligé de pincer dedans. Et bah, je pense qu'il faut pas ouvrir le serveur tous les jours, ou sinon faut pas remettre les patins. Ouais, ou sinon il faut vraiment les choper et les pincer. C'est pas pratique et il faut faire attention de ne pas rayer le métal, surtout parce que bah, un métal rayé, c'est pas comme un plastique. Voilà, hein, ça commence déjà les petites rayures. Alors vraiment pas pratique pour le coup. Alors ça fait très joli, hein, ça fait très fini, mais c'est vrai que pour le coup, je suis obligé d'enfoncer à l'intérieur du plastique la pointe pour pouvoir récupérer les petits caoutchoucs. Donc là, on va dévisser toutes les vis. Voilà, des vis plutôt solides, hein, plutôt mastoc. En espérant que ce soit des vis qui soient prises dans du métal et pas dans du plastique, parce que sinon le démontage et le remontage ne sera vraiment pas agréable. Alors, normalement on démonte pas et on remonte pas son serveur tous les jours, mais c'est vrai que c'est important à faire comme conception. Tac. Donc là on est censé pouvoir soulever ça. Oui, c'est ça, on est censé pouvoir soulever cette plaque là. Alors, je vais quand même doucement parce que c'est une pièce plutôt rare et unique en France. Ok, on a la backplate. Ok, backplate qui est fait que de plastique, hein. Alors, ouais, alors ça, la backplate par contre, elle est en plastique. Il n'y a que le châssis qui est en aluminium. Ok, là, on a une petite alimentation. Aussi, je voulais surtout avoir une alimentation comme ça pour pouvoir la remplacer si vraiment elle était off.
On a donc des ventilateurs ici, peut-être qu'on pourra les changer. Pour l'instant, on teste comme c'est. Hein. Il faut donc retirer, alors quelques vis, il faut retirer des vis sur le côté. Là on a 2 vis et on a 2 vis, ok. Alors le désassemblage a l'air plutôt quali. C'est-à-dire c'est pas comme Synology où on force sur des plastiques, si on n'a pas la méthode on va casser le plastique. Hop. Et donc là, qu'est-ce qu'ils disent dans le manuel? Je veux vraiment pas faire de conneries. Et donc là, ils disent qu'on peut extraire la machine. Ok. Alors, vraiment, on peut. Alors, pourquoi ça ne vient-il pas? Faut faire attention à ce bitonio là parce que sinon, on peut le casser. Alors, je vous avoue que j'ai un peu peur de faire des bêtises. On revérifie le manuel. Donc, j'ai bien retiré ça. J'ai retiré les vis. Normalement, on est censé pouvoir tirer dessus, mais d'accord, bon bah c'est l'inverse. Attention au petit bitonio en bas. Hop. Donc on a la full case en aluminium. Et on a enfin le cœur du système. Alors, il faut faire vraiment attention à cette petite, ce petit bitonio qui est en bas là. Alors, hop. Alors c'est un peu chaud. Donc là, on a donc la partie avec le fond de tiroir. On a les ventilateurs. Sur le côté, on a voilà, hop, juste ici le port PCI. On a donc le fameux NVMe avec le Warranty Cell qui nous dit qu'il ne faut pas démonter plus qu'ici. On a donc le disque dur qui est juste là. Et là, donc, je pense qu'on est obligé de démonter la carte mère pour pouvoir remplacer ce disque. Parce que bah, du coup, la vis se trouve derrière ça. Donc, ils sont un peu malins. Du coup, j'aurais bien aimé voir un petit peu la carte mère que c'est. Ouais, donc j'ai l'impression que c'est une... Alors, excusez-moi, vous voyez pas très bien, mais j'ai l'impression que c'est un peu une carte mère chinoise connue sur AliExpress. Donc peut-être carte mère remplaçable. Alors, je dis peut-être. Il va falloir que ce soit les mêmes ports exacts ici. Ça, c'est moins garanti. Et on peut pas trop voir. Alors, on peut éventuellement tourner ici. On a la lime de la carte mère juste ici. Alors, bien enfoncé parce que sinon, on risque des problèmes. Et là, on a le CPU qui vient ici. D'accord. Alors, waouh. Alors, très spécifique, mais du coup, le CPU vient se plug ici. Et donc, je pense que ça alimente tout ça, plus la carte en dessous. Alors, un peu spécial, mais ok, ça se fait.
On va tenter de mettre une carte PCI pour voir ce que ça donne. Bien sûr, je vais peut-être pas la laisser. Hop, donc je dévisse le port PCI qui est donc un port PCI full, petit, mini. Donc là, par exemple, j'ai une carte graphique full. Bon, bah, bien sûr, ça ne va pas passer en termes de connectique. Mais on pourrait mettre ce genre de carte si elle était plus petite. Donc là, bien évidemment, c'est pour vous montrer un exemple. Mais là, par exemple, c'est une carte 1 gigabit avec voilà, le port PCI qui va bien. Là, on a l'adaptateur version low et on a l'adaptateur version grande. Et du coup, je pense que ça se met. Alors, comment ça peut se mettre? Il est vrai qu'il y a un trou là-dedans, dans cette plate. Bon, là, on voit que ça rentre. Hein. Du coup, ça va plus loin que le petit trou. Ok, donc ça peut fonctionner. J'ai une carte 10 gigabits qui est dans mon autre serveur et du coup, ce genre de carte là pourrait rentrer dedans. Alors voilà, le principe du coup d'avoir pris ce serveur avec directement deux ports 10 gigabits, c'est de ne pas s'embêter à avoir une carte supplémentaire qui gère le 10 gigabits. Mais du coup, hop. Du coup, on a bien la possibilité de l'ouvrir, mais attention, on ne peut pas changer le NVMe sans faire sauter la garantie. Mais du coup, on peut bien l'ouvrir. Hop. Donc maintenant, on va le remonter. Donc, hop. Alors, à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est démonter juste ici pour voir les ventilateurs. Alors, je pense que c'est ici les ventilateurs. Et B. Ils sont pas faciles à enlever ces vis là. Ouais, du coup, je pense qu'en fait pour retrouver la carte mère, la même carte mère, c'est pas possible. C'est une carte mère Ugreen trop spécifique. Peut-être l'alimentation, c'est possible de la retrouver sur internet, mais pas la carte mère. En fait, je viens de voir, elle est trop spécifique et puis il y a écrit Ugreen dessus. On a les ports qui sont spécialement en bas. Donc je pense que c'est quasiment impossible de retrouver la carte mère sur le commerce. Peut-être dans un futur, vu que c'est des vendeurs, c'est un fournisseur chinois. Peut-être qu'elles seront disponibles sur internet un jour. Hop, avec des upgrades peut-être. Et du coup, voilà, on peut retirer les ventilateurs. Alors. Et du coup, les ventilateurs sont connectés juste en dessous. Donc je viens de voir, les connecteurs sont bien connectés en PWM. Alors, je n'ai pas la taille des ventilateurs, je vais essayer de la mesurer. Alors, les ventilateurs, alors il faut juste prendre l'empattement en fait. Mais là, on est sur 8,5 à peu près. Donc ça doit être des 92, ça va être des 92 cm. Donc je crois que Noctua fait des 92 cm. Donc on pourrait très bien remplacer, je pense, ces ventilateurs par des Noctua.
Mais pour l'instant, je suis plutôt surpris. Le bruit est OK. On n'a pas encore full exploité ce serveur, mais pour vous dire que là, actuellement, il fait quand même relativement chaud dans ce bureau avec les lights qui tournent. Donc je pense que le serveur a pas mal d'avenir. Je ne veux pas dire beaucoup, mais pas mal d'avenir. On peut remplacer les ventilateurs plutôt facilement. On peut rajouter une carte PCI. Alors c'est vrai que bon, là une carte PCI, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement mettre une carte PCI NVMe, mettre une carte graphique pour le transcodage. Je réfléchis. Peut-être une carte d'extension pour pouvoir mettre des disques durs externes. En tout cas, ça se démonte. Le SSD est juste en bas. Ici, apparemment, il faut le démonter pour pouvoir ensuite avoir... pour changer le système d'exploitation. Alors, c'est ce qui était dit à l'époque. Après, est-ce que ça a changé? Je ne sais pas, mais du coup, on va remettre cette partie métallique qui est très très lourde. Je pense que c'était la méthode la plus facile de secouer le serveur pour que la vis retombe. Bon, j'ai plus beaucoup de temps de capture, donc il va falloir que j'abrège un petit peu la fin. Mais du coup, moi je trouve que c'est un plutôt bon serveur. À voir sur la durée comment ça se passe, voir aussi si je peux installer un système d'exploitation. Ah oui, bon, du coup je vais devoir rallonger la vidéo parce que il faut que j'arrive à savoir si on peut installer un autre système d'exploitation. Donc on va faire le remontage et on va voir ça. Hop, donc là, hop, très bien. J'ai rien oublié, non, ok. Donc c'est parti. On revisse les petites vis de l'enfer. Non, franchement, le serveur est très quali. Alors c'est vrai que par contre, du coup, vu que la plate elle est en plastique, bah, le support qui permet normalement l'antivol, je pense que le mec met un coup de pied dedans, il casse le plastique, hein, parce que souvent les antivols ils sont en métal. Du coup, bon, c'est vrai que c'est plus fait pour ralentir le voleur que vraiment l'empêcher de voler. Mais ça, petit point négatif. Après, voilà. Pour parler du prix. Alors, moi, je l'ai payé, ce serveur, donc 600 €. Il y avait possibilité d'avoir plus haut. J'ai pas voulu. De base, il était vendu 1000 €. Il y avait les 45% de réduction si on l'achetait en Kickstarter. Moi, je l'ai acheté en Kickstarter, du coup, j'ai eu directement la réduction. Hop. Tac. Tac. Ah oui, j'ai oublié de remettre les petits patins. On les mettra juste après. Là, on va remettre les petits NV. Donc, pour information, la caméra s'est coupée parce que j'avais plus de temps d'enregistrement. J'ai simplement remonté le serveur. J'ai testé si on pouvait mettre un autre système d'exploitation. Malheureusement, on va dire légalement, je ne peux pas mettre de système d'exploitation parce qu'on ne peut pas accéder au BIOS via un clavier. Donc du coup, pour l'instant, on ne peut pas mettre d'autres systèmes d'exploitation de façon legit, on va dire. Au niveau des consommations électriques, j'ai pris ma petite prise qui me permet de voir les consommations. On tourne environ entre, allez, 35 et 45 watts, ce qui est plutôt pas mal. Il faut se dire que le serveur est en charge à moitié, je pense, donc ça peut peut-être monter jusqu'à 60 watts, je pense, en full charge. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Elle a vraiment été très longue à tourner, mais c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Donc si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire et puis à vous abonner. Donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.